Quand Gilligan's Island a été diffusé pour la première fois, personne ne s'attendait à ce qu'il devienne un classique aussi intemporel. Les naufragés étaient comme une famille et pendant des décennies, les fans ont ri, souri et se sont accrochés à la magie de cette petite île. Mais au fil des années, un par un, les membres bien-aimés de la distribution nous ont quittés. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule personne de la distribution principale. Et même si vous pensez que survivre à un tel héritage serait une bénédiction, son parcours a été rempli de chagrins, de pertes et de luttes que peu pourraient imaginer. Alors, qui est le dernier membre survivant de Gilligan's Island ? Rejoignez-nous pour découvrir son histoire et voir comment tout s'est terminé tragiquement, les naufragés et leur destin. Gilligan's Island est né d'une simple question. Si vous étiez échoué sur une île déserte et que vous ne pouviez emporter qu'un seul objet avec vous, quel serait-il ? Sherwood Schwartz a entendu cette question dans un cours à l'université de New York et elle lui est restée tête. Il s'est rendu compte que c'était une façon astucieuse de réunir des personnes très différentes au même endroit, les obligeant à vivre côte à côte. Et c'est ainsi que l'idée de Gilligan's Island a germé. L'émission a duré 3 saisons, de 1964 à 1966, avec un total de 98 épisodes. Des décennies plus tard, la chanson thème accrocheuse est toujours gravée dans la tête des gens. Les fans se souviennent des personnages, mais beaucoup ne connaissent pas les vraies histoires derrière les membres de la distribution. Des histoires qui portaient souvent sur la tragédie. Bob Denver, qui jouait Gilligan, a d'abord connu le succès dans les nombreuses vies de Dobie Gillis. Son rôle de Maynard J. Krebs l'a fait remarquer et Schwartz l'a rapidement choisi pour Gilligan. Denver a ensuite joué dans Dusty's Trail, qui était essentiellement Gilligan's Island, situé dans le Far West, mais il n'a duré qu'une saison. Il est revenu pour des spin-offs et est même apparu dans Baywatch 1992 portant le célèbre pull rouge et le chapeau de pêcheur. 1995, il a admis « J'ai quitté Los Angeles dans les années 70 parce que j'étais gavé de télévision ». Malheureusement, septembre 2005, Denver est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer. Alan Hale Jr., qui jouait le skipper au grand cœur, a été découvert par Schwartz quelques semaines seulement avant le tournage. Schwartz a dit un jour « Je voulais un grand gars, un ours peluche, pas un ours peluche ». Hale correspondait parfaitement et les fans ont adoré la façon dont il s'occupait de Gilligan. Après l'émission, Hale a ouvert un restaurant appelé Skipper Alan Hale's Lobster Barrel, où il a été très impliqué jusqu'au début des années 1980, mais 1989, on lui a diagnostiqué un cancer du thymus et il est décédé janvier 1990 à l'âge de 68 ans. Jim Backus, qui jouait le millionnaire Thurston Howell Treur, était déjà une star avant de rejoindre la distribution. Il a joué aux côtés de James Dean dans Rebel Without a Cause et était la voix de Mr. Magoo. Il a continué à doubler le personnage et est apparu dans des films comme Pete's Dragon de Disney. Malheureusement, la maladie de Parkinson a limité son travail ultérieur. Il est décédé juillet 1989, devenant ainsi le premier membre de la distribution à mourir. Natalie Schaeffer, qui jouait Lovey Howell, était bien connue pour ses rôles élégants et riches. Elle a repris son personnage dans des spin-offs et est apparue dans des émissions comme Three's Company et The Brady Bunch. Son dernier rôle remonte à 1990. Elle est décédée 1991 d'un cancer du foie à l'âge de 90 ans, laissant 2 millions de dollars pour aider à financer l'hôpital du cinéma et de la télévision. Et tandis que ces naufragés ont trouvé leur fin, il reste encore un Tina Louise, qui jouait la glamour Ginger, et la dernière membre survivante de la distribution principale de Gilligan's Island. Mais son propre parcours a été marqué par la tristesse et les difficultés, elle aussi. Une enfance marquée par la solitude. Tina Louise, née Tina Blacker à New York 1934, n'a pas grandi avec la vie de famille chaleureuse que de nombreux enfants espèrent. Elle était fille unique et a été élevée par sa mère, Sylvia, une jeune mannequin, et son père Joseph, qui possédait un magasin de bonbons à Brooklyn avant de devenir comptable. Mais lorsque Tina n'avait que 4 ans, ses parents ont divorcé. Ce moment a changé sa vie.
Sa mère n'avait que 18 ans lorsqu'elle l'a eue et elle cherchait encore sa propre voie, tandis que son père avait 10 ans de plus et a rapidement disparu de sa vie. Le nom de Tina lui-même est porteur d'une grande histoire. Elle a raconté un jour qu'au lycée, elle avait mentionné à un professeur de théâtre qu'elle était la seule fille de sa classe à ne pas avoir de deuxième prénom. Le professeur lui a suggéré Louise et c'est resté. Ce serait le nom par lequel le monde se souviendrait plus tard d'elle. Mais bien avant de devenir Tina Louise, elle était une petite fille renvoyée de chez elle. À 6 ans, elle a été placée dans un pensionnat à Arsley dans l'État de New York. Cette séparation a profondément ancré des sentiments de solitude. Tina a décrit l'école comme cruelle et effrayante. « Je ne voulais pas y être dès le début », a-t-elle admis. Les enfants étaient durs les uns envers les autres, formant des groupes comme des gangs. Elle se souvient qu'on lui a dit un jour que son travail était de frapper une autre fille, ce qui l'a laissée confuse et blessée. Ces années ressemblaient à de la survie, pas à une enfance. Et les cicatrices de ces expériences la suivraient même lorsqu'elle trouverait la gloire. La vie à l'intérieur du pensionnat. Mûrs, les souvenirs de Tina du pensionnat ressemblent à ceux d'un roman sombre. Elle l'a comparé à Sa Majesté des Mouches, disant « Nous n'étions qu'une bande de petites filles colères. Personne ne voulait être là. » Une fille l'a même poignardée au poignet avec un crayon, lui laissant une cicatrice qu'elle portait encore des décennies plus tard. Les punitions étaient cruelles. Lorsqu'elle a été surprise train de chuchoter à une autre fille, la nuit, un professeur l'a forcée à se tenir seule dans une salle de bain noire comme la poix, avec des araignées rampant au-dessus d'elle. Une autre fois, elle y a été giflée pour ne pas avoir fait couler un bain correctement. Les quelques petites joies auxquelles elle essayait de s'accrocher lui étaient souvent enlevées. Sa mère lui a offert une fois une poupée, mais l'école la lui a rapidement enlevée. Elle se souvient. On ne se souvient pas de choses comme ça, on se souvient juste qu'elle a été enlevée. Ses amis les plus proches étaient les chenilles qu'elle cachait dans une boîte sous son lit. Mais même celles-ci lui ont été enlevées. Elle priait pour le dimanche, car c'était le jour des visites. Pourtant, ses parents ne venaient pas toujours. « Je languissais après les câlins, dit-elle, se souvenant à quel point il était douloureux d'attendre, souvent sans que personne ne se présente. La douleur lui a fait rêver d'évasion. Elle a même essayé de tomber malade exprès. Je me souviens que j'essayais d'attraper un très mauvais rhume pour pouvoir à peine parler, pour pouvoir quitter cet endroit, a-t-elle révélé. Mais même cela n'a pas fonctionné. Au lieu de cela, on lui a dit d'appeler sa mère pour qu'on lui dise que ce n'était pas le moment de sortir. Sa mère était alors avec son deuxième mari qui ne voulait pas d'une petite fille dans les parages. Il voulait sa belle femme pour lui tout seul. Pour la jeune Tina, ce rejet a été une profonde blessure. On aurait dit qu'elle n'avait sa place nulle part. Et pourtant, son voyage ne faisait que commencer, entre parents et chagrin d'amour. À 8 ans, Tina a finalement quitté le pensionnat et a emménagé avec son père et sa nouvelle femme. Elle était folle de joie, ayant enfin l'impression d'avoir un foyer. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Lorsqu'elle a eu 11 ans, sa mère, maintenant mariée à un riche médecin, son troisième mari, a décidé qu'elle voulait récupérer Tina. Soudain, Tina a été forcée de vivre dans une luxueuse maison de ville à New York. Elle a dû laisser son père derrière elle, ce qui lui a brisé le cœur. Elle a avoué plus tard « J'étais très bouleversée, je ne pouvais même pas prononcer son nom, ça ne pouvait pas sortir de ma bouche. » Elle lui a reproché de ne pas s'être battue plus fort devant le tribunal pour la garder. Elle a dit qu'elle s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose, mais qu'elle a été forcée de lui dire « Je ne pouvais plus le voir ». La culpabilité d'avoir dû dire cela au père qu'elle aimait l'a mise colère pendant des années. Elle ne le reverrait qu'un peu avant que sa carrière à Hollywood ne décolle. Cette longue séparation a laissé des cicatrices qu'aucune gloire ne pouvait effacer. Sa relation avec sa mère était compliquée, elle aussi. Tina a dit « Elle était la force la plus dominante de ma vie, mais cette domination l'a laissé souvent se sentir piégée et invisible. » Sa mère avait aussi ses propres problèmes. Elle a perdu sa propre mère à l'âge de 3 ans et son père avait même placé ses enfants dans un orphelinat pendant un certain temps. Tina a expliqué qu'elle n'aurait pas pu imaginer qu'à l'âge de 18 ans, elle aurait un enfant. Elle n'avait pas de mère,
Elle avait toujours besoin d'un homme sur qui s'appuyer. Ce besoin a façonné ses choix de ses 4 mariages à son tempérament. Tina a dit de sa mère « Elle était très belle, elle aimait les arts, mais elle perdait souvent son sang-froid avec les gens. » Malgré tout, sa mère a soutenu sa passion pour le théâtre et cet encouragement a donné à Tina un moyen d'échapper à son passé douloureux, de Broadway à Hollywood. La carrière de Tina Louise a commencé étonnamment tôt. À l'âge de 2 ans seulement, elle a participé à une publicité pour le magasin de bonbons de son père. À 17 ans, elle était déjà sérieuse au sujet du théâtre. Elle a étudié avec Sanford Meisner au célèbre Neighborhood Playhouse de Manhattan, apprenant le théâtre, le chant et la danse. 1952, elle a fait ses débuts sur scène dans le B. Davis Musical Revue Company. D'autres rôles à Broadway ont suivi, notamment John Murray Anderson's Almanac, Will Success Spoil Rock Hunter et la comédie musicale à succès Lil Abner. À la même époque, Tina est également apparue à la télévision dans des drames d'anthologie comme Studio 1 et Producers Showcase. Son apparence frappante a également attiré l'attention. On lui a offert des emplois de mannequin, elle a posé pour des magazines de pin-up et est même apparue dans le catalogue Fredericks of Hollywood de 1958. Columbia Pictures a fait sa promotion avec des photos dans Playboy mai 1958 et avril 1959, mais Tina voulait être considérée comme plus qu'un mannequin. Sa grande chance est venue 1958 avec le film God's Little Acre. La même année, elle a été nommée la plus belle rousse du monde par le National Art Council. Hollywood l'a rapidement remarqué. 1959, elle a joué dans Day of the Outlaw avec Robert Ryan et est devenue plus tard la première dame pour des acteurs comme Robert Taylor et Richard Widmark. Ses rôles la montraient souvent dans des rôles dramatiques sérieux. Il est intéressant de noter qu'elle a refusé les versions cinématographiques de Lil Abner et Operation Petticoat. Au lieu de cela, elle a choisi des rôles à Broadway et a même fait un tour dans le cinéma italien. 1960, elle a joué dans Le siège de Syracuse et Gabaldi. Ses choix l'ont distinguée, mais un rôle plus important l'attendait chez elle, celui de devenir Ginger Grant. Après son séjour à l'étranger, Tina est retournée aux États-Unis et a étudié avec Lee Strasberg à l'Actors Studio, renforçant ainsi son art. Au début des années 1960, elle était de retour à la télévision américaine. 1962, elle a été invitée dans The Real McCoys, jouant une fille de la campagne de Virginie occidentale. 2 ans plus tard, elle est apparue dans le film de plage For Those Who Think Young, aux côtés de Bob Denver. Cette connexion allait bientôt changer sa vie. 1964, Tina a quitté la comédie musicale de Broadway Fade Out, Fade In pour assumer un nouveau rôle, Ginger Grant, la star de cinéma glamour de Gilligan's Island. La sitcom allait faire d'elle un nom familier. Au début, Ginger était écrite comme un personnage de type Marilyn Monroe, mais la direction a changé. Tina a dit plus tard « Un autre réalisateur a pris la relève et a vraiment commencé à écrire pour mon personnage. J'ai vraiment aimé mon personnage, les fans l'adoraient et Ginger est devenue l'une des naufragées les plus mémorables de l'émission. » Mais pour Tina, le rôle n'était pas sans problème. Elle est devenue malheureuse, craignant que jouer Ginger ne la catalogue à jamais. Elle a admis à plusieurs reprises qu'elle sentait que le rôle avait nui à sa carrière cinématographique. Contrairement à ses co-stars, elle a refusé de revenir pour les films de réunion Rescue from Gilligan's Island 1978, The Castaways on Gilligan's Island 1979 et The Harlem Globetrotters on Gilligan's Island 1981. D'autres actrices ont joué Ginger à sa place. Pourtant, la carrière de Tina ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à jouer dans des films tels que The Wrecking Crew 1969 avec Dean Martin et The Stepford Wives 1965. Elle a également exploré des rôles plus sombres. Loin de l'image glamour de Ginger, 1974, elle a joué une toxicomane dans un épisode de Jack. Et 1976, elle a incarné une cruelle gardienne de prison dans Nightmare in Badham County. D'autres projets comprenaient Look What's Happened to Rosemary's Baby 1966, SST Death Flight 1977 et un passage dans le populaire feuilleton Dallas de 1968 à 1969.
Dans les années 1980, elle a même rejoint le feuilleton syndiqué Rituals. La carrière de Tina prouvait qu'elle pouvait faire bien plus que jouer une star de cinéma échouée, mais quoi qu'elle fasse, les gens se souvenaient toujours de Ginger. La vie après l'île. Dans les années qui ont suivi, Tina Louise a continué à jouer dans des films et à la télévision, elle est apparue dans la comédie Hossier et Styx de Robert Altman 1987 et 1992, elle a joué dans la satire Johnny Swede aux côtés d'un jeune Brad Pitt. Elle a également fait une apparition dans Married Us with Children 1998. Des décennies plus tard, elle est apparue dans Tapestry et le film d'horreur Late Phases 2014, prouvant qu'elle était toujours active devant la caméra. Même si elle a évité les films de réunion de Gilligan's Island, elle a fait des apparitions occasionnelles liées à l'émission. Elle a fait des apparitions dans des émissions de discussion comme Good Morning America 1982, The Late Show 1988 et a même rejoint la distribution au TV Land Awards de 2004. Dans les années 1990, elle a retrouvé ses costards Bob Denver, Don Wells et Russell Johnson dans un épisode de Roseanne. Elle n'a pas participé à Surviving Gilligan's Island 2001 où son rôle a été joué par une autre actrice, Kristen Dalton. Des rumeurs se sont souvent répandues selon lesquelles elle avait une relation tendue avec Denver, mais 2005 après sa mort, elle a écrit un hommage sincère pour Entertainment Weekly. Lorsque Don Wells, qui jouait Marianne, est décédé décembre 2020, Tina est devenue la dernière membre survivante de la distribution de Gilligan's Island. Elle s'est adressée aux fans et a nié les rumeurs selon lesquelles elle n'avait jamais aimé jouer Ginger. Ce n'est jamais vrai. J'adore jouer mon rôle, a-t-elle dit. Elle a également exprimé sa gratitude aux fans qui regardent encore l'émission après tant d'années. Nous avons apporté beaucoup de joie aux gens et nous le faisons encore. Cette émission est une évasion de tant de choses qui se passent. Les pères la partagent maintenant avec leurs enfants. Je reçois tout le temps des lettres à ce sujet. Même après des décennies, Tina Louise est restée liée à l'île. Elle a peut-être joué d'autres rôles, mais le monde se souvient encore d'elle comme de Ginger Grant, la star glamour qui a été échouée avec 6 autres naufragés sur une minuscule île. Et pour Tina, ce rôle, peu importe la complexité de ses sentiments autrefois, était devenu une partie durable de son héritage dense et leur donnant de l'espoir. Elle a également parlé de la réalité financière de Gilligan's Island, admettant que personne ne recevait de redevance à ce moment-là. Personne. Alors que l'émission rapportait énormément d'argent à ses propriétaires, les acteurs n'ont jamais vu ses bénéfices. Et pourtant, Tina reste émerveillée par l'impact durable de l'émission. « Je suis juste étonné qu'elle soit toujours diffusée », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. D'une enfance douloureuse à la célébrité hollywoodienne passant par le fait de redonner aux étudiants, l'histoire de Tina Louise est remplie de chagrin et de résilience. Et bien qu'elle ait trouvé un moyen d'échapper à la solitude de ses premières années, les ombres de cette enfance persistent encore même pour la dernière naufragée survivante de Gilligan's Island. Un mariage de courte durée. Tina Louise a épousé Lee Crane 1966 alors qu'elle travaillait sur Gilligan's Island. Crane était un homme aux multiples carrières et talents. Il s'est d'abord fait connaître comme animateur de talk shows à New York. Son émission de fin de soirée Nightline, rebaptisée plus tard The Lee Scratch Show, a débuté 1963 et est devenue célèbre pour ses choix audacieux. L'un de ses moments les plus marquants a été lorsqu'il a fait venir les Rolling Stones à la télévision américaine pour la première fois juin 1964. Après la fin de l'émission, Crane a alterné entre le jeu d'acteur et l'animation, ne restant jamais trop longtemps dans une seule voix. 1970, il est même apparu à l'écran avec Tina. Les deux ont joué un couple marié dans un épisode de Love American Style, montrant aux fans un aperçu de leur lien dans la vie réelle. Plus tard dans sa vie, Crane s'est tourné vers l'industrie du logiciel dans les années 1980, prouvant une fois de plus qu'il pouvait réussir dans n'importe quel domaine. Lorsqu'il est décédé juillet 2008 à l'âge de 74 ans, leur fille Caprice lui a rendu hommage. Elle a dit fièrement « Il était incroyable, il était pilote de chasse, il était DJ à la radio, il était animateur de talk show à la télévision. Il a gagné un Grammy, il a créé une entreprise internet, il était partout. Et tout ce qu'il a fait, il a réussi. » Caprice s'est également souvenu de sa nature intrépide, disant qu'il était toujours le premier à faire quelque chose de nouveau.
Il était à la pointe, trouvant la prochaine chose avant que quiconque ne le fasse. Il était si intelligent et si drôle, et il est mort trop jeune. Malgré tous ses succès, le mariage de Tina et Leslie n'a pas duré. Seulement quelques mois après la naissance de leur fille 1970, le couple s'est séparé, mais leur fille a permis de maintenir le lien entre les deux parents d'une manière inattendue. Une fille qui a trouvé sa propre voie. Caprice Crane est née novembre 1960, juste avant que ses parents ne mettent fin à leur mariage. Grandissant, elle s'est créée sa propre place dans le monde du divertissement. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université de New York, elle a commencé sa carrière à MTV. Elle a travaillé comme productrice et scénariste pour le réseau, créant du contenu pour les MTV Movie Awards et les émissions spéciales sportives, mais son ambition ne s'est pas arrêtée là. Caprice s'est lancée dans l'écriture de romans et plus tard de scénarios pour Hollywood. Elle a même travaillé sur les reboots de Beverly Hills 9010 et Melrose Place dans les années 2000. Dans des interviews, Caprice a parlé chaleureusement de sa mère. 2009, elle a déclaré à Pop Entertainment « Ma mère est fantastique. Elle est si géniale, si adorable, si encourageante et nous sommes évidemment très proches. » Elle a expliqué que le fait de vivre à Los Angeles les tenait éloignés, mais que sa mère à New York lui manquait toujours. « S'il y a une chose que je n'aime pas dans le fait de vivre à Los Angeles, c'est de ne pas être aussi proche de ma mère, » a-t-elle déclaré. Elle a même partagé à quel point leur lien était fort. Certaines personnes pensent que c'est fou, mais quand je suis à New York, mon appartement est littéralement un pâté de maison de l'appartement de ma mère et j'adore ça. Je pourrais même vivre dans le même immeuble qu'elle, mais probablement pas au même étage. J'adore la voir si près de moi. Les mots de Caprice ont montré non seulement son admiration pour sa mère, mais aussi à quel point leur lien est resté fort même après que Tina se soit éloignée des projecteurs d'Hollywood. Et même si le mariage de Tina s'est terminé il y a longtemps, l'amour entre une mère et sa fille est resté l'une des parties les plus importantes de sa vie, loin des projecteurs. Tina Louise n'a jamais annoncé sa retraite, mais ces dernières années, elle a choisi de vivre une vie tranquille, loin des projecteurs d'Hollywood. Contrairement à beaucoup de ses costards, elle a notoirement refusé de reprendre son rôle de Ginger Grant dans les 3 films de réunion de Gilligan's Island dans les années 1970 et 1980. Pourtant, elle est apparue dans des films notables comme The Stepford Wives 1975 et a plus tard joué aux côtés d'un jeune Brad Pitt dans Johnny Suede 1991. Même si elle est restée active dans le cinéma, Tina a admis qu'elle se sentait mal à l'aise avec le rôle qui l'a rendue célèbre. Mars 2025, elle a déclaré au New York Times qu'elle était très reconnaissante de son temps passé sur Gilligan's Island, mais qu'elle préférait être connue pour d'autres choses. Elle a expliqué qu'une partie de son malaise venait du peu d'argent que la distribution gagnait pendant le tournage. Il n'était payé que 1 500 $ par épisode et, étonnamment, pas un centime des plus de 50 ans de rediffusion. Alors que l'émission a apporté de la joie à des millions de personnes, les acteurs eux-mêmes n'ont jamais partagé les récompenses financières. Le choix de Tina de s'éloigner du rôle n'était pas une question de honte. Il s'agissait de vouloir que son travail soit valorisé pour plus que Ginger. Pourtant, malgré ses sentiments, l'héritage de l'île la suit toujours. Et à sa manière, Tina a construit une nouvelle vie pleine de sens dehors d'Hollywood, une mère et une grand-mère dévouées. Aujourd'hui, Tina Louise est fière de s'appeler une mère et maintenant une grand-mère. Elle vit à New York près de sa fille Caprice Crane et a récemment accueilli la joie d'être une yaya, le mot grec pour grand-mère. S'adressant à Forbes Mars 2025, Tina a partagé qu'elle avait promis à Caprice et à sa petite fille nouveau-née qu'elle vivrait encore 40 ans. Elle a dit avec détermination « Je vais faire de mon mieux, je ne pense pas à partir, je ne pense pas à ça, je ne veux pas y penser. Je cours pour rester bonne santé, je marche jusqu'à la salle de sport. Je pense juste à rester vie pour ma famille. J'aime être vie. » Pour Tina, la famille est tout. Dans une autre interview, elle a réfléchi à l'éducation de Caprice, disant « C'est incroyable quand on a un enfant et je me suis tellement amusée.
Compte tenu du fait que j'ai eu une enfance si étrange, je me suis tellement amusé à l'élever. Maintenant, tant que grand-mère de jumeaux, un petit garçon et une petite fille, elle dit qu'ils sont sa plus grande joie. Ce lien avec sa famille est ce qui lui donne la force de continuer. Même si le temps passe, Tina refuse de se concentrer sur le vieillissement ou les fins. Au lieu de cela, elle se concentre sur le fait de vivre pleinement pour les personnes qu'elle aime le plus. Et même si elle ne court peut-être pas après les rôles à Hollywood, sa vie quotidienne dégage toujours la même énergie qu'elle apportait autrefois à l'écran. Même si Tina s'est souvent sentie cataloguée par Gilligan's Island, elle a appris à voir l'impact que l'émission a eu sur les gens. Elle a admis « Nous avons apporté beaucoup de joie aux gens et nous le faisons encore. Cette émission est une évasion de tant de choses qui se passent. Les pères la partagent maintenant avec leurs enfants. Je reçois tout le temps des lettres à ce sujet. » Elle a également réfléchi aux raisons pour lesquelles l'émission a tant compté à son époque. Nous étions dans les années 60 et il y a eu comme 3 décès à la suite de Martin Luther King et JFK, et puis son frère Bobby. C'était beaucoup. Il y a eu un choc après l'autre et les gens avaient vraiment besoin de s'évader. Ils ont adoré cette émission. Ces mots ont montré à quel point elle comprenait la place culturelle de Gilligan's Island. Ce n'était pas qu'une sitcom, c'était un réconfort pendant une période douloureuse. Pourtant, Tina n'a jamais cessé de rappeler aux gens qu'elle était plus que Ginger. Au-delà de l'île, elle a écrit des livres, dont Sunday, un mémoire, et le livre pour enfants When I Grow Up. Elle a continué à jouer occasionnellement, apparaissant plus récemment dans le film Tapestry de 2019, aux côtés de Stephen Baldwin. Lorsqu'on lui a demandé si elle jouerait à nouveau un jour, elle a répondu « Oui, je le ferai, mais c'est comme rêver ne le fera pas. Je ne pense pas que les gens viennent vous chercher, mais si quelqu'un me demandait de faire quelque chose que je voulais faire, que je trouvais une raison de faire, je voudrais le faire. » Aujourd'hui, Tina fait de sa santé une priorité absolue. Elle a expliqué « Habituellement, j'aime marcher au moins 1 mile par jour, mais beaucoup de jours, je marche plus de 2 miles. Ma fille m'a dit que je devais rester vie. Je fais attention à ce que je mange. Je mange beaucoup de plats à base de plantes, mais je ne me dirai pas végétarienne. » Selon ses propres mots, Tina insiste sur le fait qu'elle se concentre uniquement sur le présent. Lorsqu'on l'interroge sur l'héritage ou sur ce qu'elle espère laisser derrière elle, elle coupe court à la conversation. « Non, ma fille a dit que je devais vivre 40 ans, alors je vais faire de mon mieux. Je ne pense pas à partir, je ne pense pas à ça, je ne veux pas y penser. Je cours pour rester bonne santé, je marche jusqu'à la salle de sport. Je pense juste à rester vie pour ma famille, j'aime être vie. » Ces mots disent tout. Après des décennies de gloire, de lutte et de survie, la vie de Tina Louise aujourd'hui est faite de gratitude, de force et de la simple joie d'être vie. Une rare apparition publique à 91 ans. Tina Louise, la dernière star survivante de Gilligan's Island, a surpris ses fans avec une rare sortie le 4 juin à New York. À 91 ans, elle est sortie dans l'Upper East Side de Manhattan, marquant sa première apparition publique depuis qu'elle a assisté au New York Film Festival 2022. Pour l'occasion, elle était élégante mais décontractée, portant une veste cuir noir avec un jean bleu, des baskets noires et portant 2 sacs noirs ainsi qu'un parapluie bleu marine. Ses célèbres cheveux roux se sont encore démarqués, un rappel de la glamour Ginger Grant qu'elle a incarnée de 1964 à 1967. Tina a souvent parlé de la façon dont elle veut qu'on se souvienne d'elle pour plus que la sitcom, déclarant au New York Times « Je suis très reconnaissante pour toutes les choses qui me sont arrivées et les opportunités que j'ai eues. J'aimerais être connue pour d'autres choses. » De nos jours, sa vie tourne autour de sa famille et de son travail avec les enfants. Mars, elle a déclaré à Forbes « C'est incroyable quand on a un enfant et je me suis tellement amusée à l'élever. Maintenant, nous avons des jumeaux, un petit garçon et une petite fille. Ils sont numéro 1. » Parallèlement à sa famille, Tina travaille discrètement dans les écoles de New York depuis 1995, aidant les jeunes élèves à apprendre à lire, qualifiant cette expérience de chose très nourrissante, importante et émotionnelle.
Que pensez-vous de Tina Louise, qui reste active et positive à 91 ans? Son histoire vous inspire-t-elle? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine fois.